Imaginez que certains aient le pouvoir de détenir l'accès au monde des idées nouvelles, révolutionnaires, capables de changer la face du monde. Un pouvoir qui se situerait à la croisée des chemins entre la physique, puisque nous avons le bonheur d'avoir un physicien parmi nous, donc un pouvoir situé à la croisée de la physique, de la big data et de la sociologie. Une sorte de pouvoir magique, en somme, capable de transcender des foules et de modifier durablement le comportement des humains. Imaginons encore que certains conservent ce pouvoir, ce monopole, pour uniquement le rendre accessible à un petit groupe de personnes. Cette situation ne serait pas acceptable. Un espoir, cependant, subsiste. Mais avant cela, posons-nous quelques questions importantes. Comment ces idées sont-elles mises en œuvre ? Comment naissent-elles ? Comment sont-elles fabriquées ? Et à partir de là, comment pouvons-nous rêver d'unité sociale, de structures sociales capables d'être à la fois créatrices, productrices et coopératives entre elles ? Ce sont là des questions cruciales dans le monde d'aujourd'hui, en raison du fait que l'actualité ces dernières semaines nous l'a rappelé, la concurrence exacerbée entre les nations, les peuples, mais également en raison des défis climatiques qui nous occupent, nous et les prochaines générations. En raison également, il faut le reconnaître, de l'incapacité des gouvernements à agir. Notre société actuelle a pu se développer depuis le XVIIIe siècle, depuis l'avènement de l'époque des Lumières. Pourquoi ? Eh bien parce que les philosophes nous ont laissé cette façon d'appréhender le monde et qui nous ont permis justement de pouvoir répondre à ces questions. Cependant, ces dernières décennies a marqué l'avènement de l'explosion des réseaux sociaux. Nous sommes de plus en plus connectés. Ces réseaux homme-machine, où tout s'accélère autour de nous. Et aujourd'hui, nous avons encore cette difficulté à maîtriser ces éléments-là. Parce qu'en fait, notre façon de voir le monde est encore fortement imprégnée de cet héritage du siècle des Lumières. Sur cette base, eh bien, nous avons pu développer une société ouverte, pluraliste, où le respect de chacun était présent. Mais avec l'explosion d'Internet, où les choses vont de plus en plus vite, eh bien, nous sommes bouleversés. Internet a permis effectivement une participation plus grande, mais les choses se sont accélérées. Nous nous sommes retrouvés sous un flot d'informations, à tel point que nous ne savons même plus lesquelles il faut traiter en priorité, lesquelles il faut mettre de côté. Le monde semble perdre parfois tout contrôle. Des millions de messages sont échangés sur les réseaux sociaux, tels que Twitter. Des krachs boursiers s'opèrent à partir de ces messages-là. Des régimes tombent de par les messages qui sont échangés sur ces réseaux sociaux. Notre façon de comprendre et de gérer le monde, notre vision du monde, est encore, je l'ai dit, fortement teintée de l'héritage des philosophes des Lumières. Et oui, ça s'explique. À l'époque, les choses avançaient beaucoup plus lentement. L'époque était beaucoup plus calme. Adam Smith, l'avait déjà remarqué. C'est le tissu social qui guide justement cette main invisible, et pas simplement la concurrence. Il faut le rappeler, à l'époque d'Adam Smith, la plupart des gens dans les villes se connaissaient. Il y avait encore cette pression sociale, entre guillemets, qui faisait que les sujets et les citoyens étaient astreints au bénéfice de la communauté. Et aujourd'hui, avec la décennie de l'explosion des réseaux sociaux, eh bien, le pouvoir de cette pression sociale, ces liens sociaux se sont affaiblis. Et le capitalisme devient quelque peu aveugle. Et cette main invisible ne joue plus son rôle. Chaque fois que vous utilisez un téléphone portable, chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, chaque fois que vous utilisez votre carte de transport, lorsque vous faites des transactions en ligne, eh bien, vous laissez des traces numériques, vous laissez de la data. Eh bien, ces data sont extrêmement utiles pour les sciences sociales pour pouvoir étudier, analyser le comportement humain, à partir du moment où on sait pouvoir les collecter, les analyser, comme je vous l'ai dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à partir de là, tisser des modèles, de manière à bien comprendre comment effectivement les différents groupes humains fonctionnent et à travers lesquels les individus
interagissent les uns avec les autres. Vous connaissez le concept de physique et de sciences sociales, mais avez-vous entendu parler de physique sociale? La physique sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un concept intéressant, une discipline en réalité, qui s'inspire fortement de la physique traditionnelle, dans le sens où elle va récupérer l'idée que le flux d'énergie transforme, occasionne un changement de mouvement. Un flux d'énergie va se traduire parfois par des changements dans le mouvement. Eh bien, dans la physique sociale, on va s'inspirer de cela pour comprendre comment le flux d'informations, la circulation des idées, va induire des changements dans le comportement humain. Ces comportements humains, ces changements dans les comportements humains vont être le reflet des interactions que nous allons avoir à travers les différents groupes. Par exemple, lorsque vous estimez par exemple que vous êtes des êtres rationnels, totalement indépendants dans vos choix de vie, dans la façon dont vous gérez vos activités, certains vont même effectivement penser que le monde est fait d'individus qui mettent en avant leur intérêt personnel. La réalité est beaucoup plus nuancée que cela. En fait, nous sommes fortement déterminés par les relations que nous avons avec notre entourage proche, mais également dans les groupes auxquels nous appartenons. Par exemple, ici, nous avons un groupe d'étudiants de l'UTT. On peut partager également des valeurs avec d'autres groupes. Le groupe des ingénieurs, les groupes des personnes passionnées de sport, les groupes habitant la région de Troyes, etc., etc. Et donc, nous appartenons à différents groupes qui sont complètement dissociés parfois les uns des autres. Et ces personnes-là sont différentes des personnes de notre cercle familial, de notre cercle d'amis du premier degré. Ce qui est intéressant, c'est que les sciences sociales, et notamment la physique sociale, démontrent que nous sommes autant influencés par ce premier cercle que par les différents groupes auxquels nous appartenons. Et les personnes que nous fréquentons à travers ces différents groupes ne sont pas forcément des personnes que nous connaissons personnellement. Ce sont pour la plupart des simples connaissances passagères. Mais nous sommes néanmoins fortement influencés dans nos comportements par ces différents groupes. Pourquoi? Parce que nous fréquentons assidûment ces différents groupes. Nous passons beaucoup de temps, que ce soit dans les campus, dans les salles de classe, dans les lieux de culture, dans les restaurants, les cafétérias, les bars, les cinémas. Alors vous allez me dire, oui, je peux concevoir effectivement que je peux être influencé par les groupes, mais pour autant, lorsque je suis allé au dernier match de l'Estac, au stadium, j'ai vu une rixe et ce n'est pas pour autant que j'ai participé dans la bagarre. Je n'ai pas été influencé à ce point de me jeter dans ce conflit. C'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'un changement durable s'opère, vous devez avoir 2 critères. Le premier critère, c'est que vous devez être confronté à des changements répétitifs, courts et sur la durée. Le deuxième critère, c'est que de toute évidence, ces comportements doivent avoir un impact positif et bénéfique pour vous. Prenons un exemple, lors de la pause café, si vos camarades, si vos collègues de travail, qui prennent habituellement du café, passent subitement à prendre du thé, à consommer du thé, eh bien vous serez fortement incliné, vous aurez cette inclinaison à également consommer du thé. Pourquoi? Parce que certainement vous aurez compris que le thé sera beaucoup plus bénéfique pour votre santé que le café, première chose. Et deuxième chose, cela va faciliter votre acceptation, votre insertion, votre assimilation dans le groupe. Et donc, une fois que ces 2 critères sont validés, eh bien, vous aurez de fortes probabilités à copier ce nouveau changement de comportement. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est chez les singes capucins. Lorsque les singes capucins décident de quitter un endroit, ils doivent identifier donc un nouveau chemin. Et ce sont les singes en tête du groupe, lorsqu'ils ont identifié justement ce nouveau chemin, vont émettre un cri. Les singes qui sont à l'arrière vont copier ce signal et crier également de manière à diffuser le message aux autres membres du clan. Eh bien, nous avons également cette tendance à singer les comportements qui sont bénéfiques. Pourquoi le faisons-nous? Simplement, c'est par
dans le cours de notre évolution, on a compris que c'était bénéfique pour nous en termes de survie, dans le groupe et en dehors du groupe. Nos chances de survie étaient dramatiquement augmentées lorsque nous étions intégrés dans un groupe. Et donc aujourd'hui, eh bien, on s'appuie encore sur ce phénomène pour expliquer les changements dans les différents groupes humains. Donc, des changements répétés sur de la courte durée qui soient à la fois bénéfiques et positifs. Un autre levier qui est intéressant pour expliquer les changements de comportement, c'est ce qu'on appelle les récompenses. Les récompenses sociales et les récompenses individuelles. Les récompenses sociales, c'est-à-dire des récompenses qui vont être prodiguées grâce à votre réseau social, grâce à votre réseau d'amis, grâce aux groupes et aux différents groupes auxquels vous appartenez, et les récompenses individuelles, ceux qui mettent en avant votre intérêt personnel premier. Et j'ai pour exemple, en 2009, le département d'État américain de la Défense, qui pour fêter les 40 ans d'Internet, avait organisé ce qu'on appelait le défi des ballons rouges. Imaginez 10 ballons météo énormes de couleur rouge répartis entièrement sur le territoire américain. Le challenge était d'identifier, de localiser ces 10 ballons rouges. 4000 équipes ont répondu à ce défi et effectivement, la plupart des équipes en présence ont choisi le premier levier, celui de favoriser la récompense individuelle. Si par exemple, vous m'aidez à identifier un ballon, eh bien, je vous propose une récompense. Une équipe s'est démarquée des 4000 équipes en faisant quoi? En jouant sur la carte de la récompense sociale. Au lieu de récompenser l'individu à identifier un ballon, on allait récompenser l'individu à recruter des personnes qui allaient aider collectivement à identifier les 10 ballons qui étaient dispersés sur le territoire américain. Résultat des courses, eh bien, cette équipe a pu recruter jusqu'à 9 millions de personnes. 9 millions de personnes en utilisant uniquement Internet et les réseaux sociaux. Cette équipe a remporté le challenge en 9 heures. Les 10 ballons ont été localisés grâce à la récompense sociale. Un autre levier intéressant à garder en mémoire. La question maintenant est de savoir comment, à partir de ces quelques éléments que je vous ai communiqués, comment on va pouvoir organiser nos sociétés pour se diriger vers des ensembles, des structures humaines plus harmonieuses, plus productives, plus humaines en quelque sorte, pour renforcer justement ce lien social qui s'est disséminé au fil des ans et qui s'est accéléré avec l'avènement des réseaux sociaux. 2 facteurs peuvent contribuer à une société plus prospère. Le premier facteur, c'est l'engagement. L'engagement, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la faculté qu'ont les individus, à travers les différents groupes, d'interagir, de communiquer, d'échanger des idées, de se retrouver comme nous le faisons aujourd'hui et de confronter des idées, de les disséquer, de les déconstruire, pour pouvoir ensuite les assembler, les synthétiser, de les rendre hybrides. L'engagement. Le deuxième facteur, c'est l'exploration. L'exploration de nouvelles idées, cette capacité que nous avons tous et toutes d'aller au-devant de nouvelles idées, d'aller nous confronter au regard de l'autre, de sortir de notre zone de confiance, d'oser exposer ce que nous avons sur le cœur, de partager notre vision, d'aller à la rencontre de l'autre, l'exploration. Donc une société prospère, idéalement, a ces 2 facteurs en son sein. Et on peut pousser l'analyse jusqu'à imaginer des villes qui pourraient combiner idéalement ces 2 facteurs. L'utopie, c'est la direction dans laquelle moi je vous propose d'aller. Des villes comme des grandes métropoles ont un fort taux d'exploration parce qu'effectivement, on a la faculté de se retrouver en face de nombreuses personnes, d'horizons différents, de groupes différents, d'origines différentes, de classes différentes. Mais ce qui manque, vous l'avez compris, c'est l'engagement. Nous sommes tous rassemblés dans des grandes métropoles, dans des mégalopoles, sans pouvoir discuter avec notre voisin. Nous prenons les transports en commun sans même regarder, faire un sourire à la personne qui est assise juste en face de nous. Une société utopiste, eh bien, c'est une société où on pourrait effectivement
commuter, se déplacer à travers des moyens, des transports en commun, dans des centres-villes cosmopolites, animés, et on pourrait tous se rencontrer, partager et échanger des idées. Et donc les sociétés doivent être capables justement de combiner ces différents facteurs. Ce n'est pas toujours facile, c'est même un défi, mais des villes comme Zurich a réussi justement ce défi-là, en ayant le grand Zurich entouré de petites villes où chacune des personnes pouvait se déplacer facilement vers le grand Zurich, avec des lieux de culture, des lieux de travail mélangés. Donc on a une hybridation des lieux où les gens pouvaient se rencontrer et échanger. Des lieux où on pouvait également se confronter aux idées des autres. Mais encore une fois, c'est quelque chose de relativement difficile à mettre en place. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix effectivement de repartir chez vous et de balayer d'un simple regard de main ce que vous avez vu ce soir, de mépriser les idées qui vous ont été exposées. Vous avez aussi le choix de vous remettre au hasard pour trouver la future bonne idée qui va changer la face du monde. Ou encore pire, laisser aux autres l'opportunité de trouver cette fameuse bonne idée, de créer une nouvelle entreprise, de régler un des problèmes importants que connaît l'humanité. Mais vous avez également le choix de réfléchir, de partager en commun vos idées, d'aller au-devant des autres pour pouvoir réfléchir à un bien commun. Vous avez le choix, en m'écoutant, suite à cette intervention, de passer à l'action. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vos idées. Laissez-les circuler. Merci.